Dans un premier temps, nous allons tout simplement faire écho aux contributions que vous avez émises ce matin, des contributions au cours de ces ateliers. Mais au préalable, nous allons vous présenter tout simplement en quelques minutes, très courtes minutes, la contribution ou les contributions du Parlement alsacien des jeunes. Et pour ce faire, j'ai juste à mes côtés Lionel Kinderstut, c'est ça, qui est le rapporteur de ce Parlement des jeunes. 40 jeunes sélectionnés, choisis, qui ont entre 15 et 28 ans et qui ont décidé de s'intéresser à la vie de la cité, à la vie de leur territoire. Et puis, eh bien voilà, ils ont contribué à leur façon. Et Lionel va nous en faire part. Lionel qui est étudiant en histoire et qui va rentrer l'année prochaine, puisqu'il est déjà licencié en histoire, il va rentrer l'année prochaine en master Sciences Po ici à Strasbourg. Lionel, un petit coup sur le micro, et puis vous allez nous dire en quelques mots, en deux mots, en quoi consiste ce Parlement, et puis surtout les contributions. Très bien. Donc, réunie depuis la fin du mois de mars 2015, la troisième mandature du Parlement alsacien des jeunes a d'ores et déjà ses propositions à soumettre dans le domaine du développement durable, avec en ligne de mire, bien sûr, ces rencontres alsaciennes de l'environnement, mais bien sûr aussi la COP21 qui se tiendra à la fin de l'année à Paris. Donc, au rythme de 2 rencontres par mois, 3 commissions se sont formées au sein de notre Assemblée, un groupe lycéen, un autre réunissant des étudiants, et un troisième que nous avons appelé grand public jeune, composé aussi bien de jeunes actifs ou en recherche d'emploi ou encore d'apprentis. Cette troisième assemblée de la région Alsace, donc celle devant représenter sa jeunesse et donc son avenir, ne pouvait passer outre un tel enjeu qu'est le développement durable et le réchauffement climatique. Ainsi, nous avons formulé les propositions suivantes. Elles sont ambitieuses mais réalisables, afin de faire prendre conscience aux jeunes et même aux moins jeunes toute l'importance de leurs actes et faire naître une véritable attitude citoyenne en Alsace. Donc ces propositions sont les suivantes, elles ont été votées en séance plénière le 13 juin dernier. Le groupe lycéen, dans sa volonté de sensibiliser les plus jeunes au changement climatique, cette commission a proposé un concours de création d'affiches avec un message ou un slogan simple et efficace. Ce concours serait ouvert aux lycéens et apprentis, et l'affiche donc qui vanterait un concours qui sensibiliserait le mieux, l'affiche qui sensibiliserait le mieux tous les jeunes serait affichée dans tous les établissements, lycées et CFA d'Alsace, et donc le jury de ce concours serait notre Parlement. De même, ce groupe veut promouvoir les bonnes pratiques à travers les écrans d'information, vidéos ou tableaux d'affichage par des messages également simples et efficaces. Nous proposons en effet d'informer les lycéens et les apprentis sur tous les moyens de réduire au quotidien leur consommation d'énergie. La mise en place de la proposition serait programmée d'ores et déjà du 14 septembre au 11 décembre 2015, au rythme d'un message par semaine, durant donc 11 semaines. La diffusion pourrait également passer par les réseaux sociaux du PAJ, sur lesquels nous sommes très actifs, le site du rectorat, ou encore via un partenariat avec les établissements de restauration scolaire pour les 7 en papier, par exemple. Donc les moyens de diffusion seraient vraiment nombreux. Le groupe étudiant, quant à lui, censé donc représenter les 70 000 étudiants qui fréquentent... Pas encore les 70 millions, hein, vous rêvez là, vraiment. Mais 70 000 étudiants qui donc fréquentent nos universités. Donc nous avons décidé d'inciter à la réduction de la consommation énergétique en étendant le défi que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, qui s'appelle Famille à énergie positive, lancé par Prioritaire et soutenu par la région Alsace. Et donc, on l'étendrait aux colocations étudiantes, ce qui est, on le sait, un cas de plus en plus fréquent pour les étudiants, avec au final un prix à la clé. Bien sûr, les conditions du concours restent encore à définir, mais le seuil de réduction de 8% de consommation a notamment été évoqué pour l'obtention d'un prix. De même, on souhaite promouvoir la réduction des déchets à travers la mise en place dans les universités, mais aussi les lycées ou CFA, de gobelets écologiques réutilisables, type EcoCup pour ceux qui connaissent, éventuellement créés par les associations étudiantes, et surtout à la place des gobelets en plastique jetable distribués dans les machines à café et qui entraînent une quantité vraiment non négligeable de déchets. Et dans
Dans notre volonté d'agir le plus efficacement possible, c'est le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg qui va être démarché dès à présent par 2 de nos parlementaires pour une phase test et un retour d'expérience sur ce système et qui devra donc à la suite nourrir la réflexion du PAJ. Cette initiative pourrait être accompagnée ensuite d'une réduction sur le prix du café si une option sans gobelet était utilisée. J'en viens à la troisième commission, celle appelée Grand Public Jeune. Celle-ci veut encore promouvoir l'utilisation des transports doux. On le sait, les transports en commun sont déjà appréciés par les jeunes, mais en utilisant le mobilier urbain existant, le Parlement alsacien des jeunes souhaite le développement de bornes pour recharger téléphones, ordinateurs, tablettes dans les lieux publics et stations de transport en commun, type abribus et arrêt de tram. Ce qui inciterait sans doute bon nombre d'entre nous à s'y rendre encore plus souvent. Pourquoi également ne pas équiper les vélos publics d'un chargeur USB qui fonctionnerait sur le modèle de la Dynamo et qui, après quelques recherches, s'avère tout à fait réalisable et à un prix raisonnable. D'autres actions pour limiter la consommation. Le Parlement alsacien des jeunes souhaite promouvoir le développement des lieux de consigne en Alsace et communiquer encore plus efficacement notamment via les applications pour smartphone, permettant de répertorier tous les lieux de tri à proximité de l'utilisateur. De même, nous voulons encore plus mettre en avant les organismes qui œuvrent dans le domaine du tri et pour une cause caritative, type les Bouchons de l'Espoir ou Munchausen, qui récoltent l'aluminium pour financer les fauteuils roulants à titre d'exemple. Enfin, pourquoi ne pas étendre la sensibilisation à la réduction des consommations d'énergie aux jeunes en mission locale. Donc c'est autant de projets qui sont encore vraiment à l'état assez primaire, mais que nous tenterons de creuser dans les prochaines sessions. Bien, vous avez pu avoir un aperçu de toutes les idées qui ont déjà été formulées dans notre jeune assemblée. Elles seront bien sûr enrichies de nos débats à venir. Si vous avez d'ailleurs la moindre suggestion à nous formuler, vous pouvez contacter chacun des membres du Parlement alsacien des jeunes sur le site de la région Alsace où vous trouverez un trombinoscope. Et je vous invite également à nous suivre sur notre page Facebook où vous retrouverez toute l'actualité du PAJ. Merci. Merci beaucoup Lionel. Oui, on peut vous applaudir et applaudir ces 40 jeunes de 15 à 28 ans. On va passer maintenant à la synthèse des ateliers de ce matin et plus précisément aux préconisations faites et émises lors de ces ateliers. Karine Reber, directrice de l'environnement du Conseil régional d'Alsace, je vous laisse la parole. Alors peut-être juste avant de commencer, je vous présente par avance mes excuses pour la synthèse qui va être forcément un peu frustrante pour tous ceux qui ont participé aux ateliers de ce matin, puisque la somme représente quand même plusieurs heures de discussion et de débat. Et résumer ça pour chaque atelier en 1 ou 2 slides, c'est forcément, je passerai forcément à côté de beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être la plus synthétique possible, sachant que j'ai une petite dizaine de minutes pour faire la totalité. Donc, concernant le premier atelier, donc relatif aux enjeux sur la santé, donc qui était présidé par Monsieur Rémi Bertrand, avec comme rapporteur Madame Hoth des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et une trentaine de personnes présentes dans la salle, puisque j'y ai fait un petit tour. Des premiers éléments un peu d'état des lieux, mais qui sont des éléments qui ont semblé importants au groupe. Alors, premier élément, qui est un élément d'abord assez positif, puisqu'il existe d'ores et déjà une logique de réseau d'alerte et de suivi sur ces questions d'enjeux de la santé liés à tout ce qui est changement climatique, et que, notamment en matière de suivi des pollens, mais pas que, et que donc il s'agit de profiter de cette logique de réseau existante qui pourrait aussi contribuer à travailler à la mise en œuvre et en tout cas à la réflexion et au lancement de plans d'action. Ensuite, autre élément relevé par le groupe, la question de la problématique sur quand lancer des alertes. Visiblement, la question de la grippe aviaire il y a quelques années sur le discours un peu peut-être anxiogène à certains moments a fait réfléchir. Et donc, il y a une vraie problématique autour de cette question-là. A notamment été évoquée aussi la question de la problématique du moustique tigre, dont on commence à parler pas mal en Alsace en ce moment.
Ensuite, autre point que le groupe a souhaité mettre en avant, celui de la problématique, enfin des problématiques techniques et techniques des coûts, avec un constat qui est celui de dire que on n'éradiquera pas, alors qui peut paraître pessimiste, mais on n'éradiquera pas tous les facteurs. On ne peut pas tout contenir, on ne peut pas tout arrêter. Et donc il faut apprendre à vivre avec un certain nombre de choses, mais en ayant quand même un point de vigilance sur les populations les plus fragiles, qui sont souvent les moins à même de s'équiper ou de vivre avec ces nouvelles problématiques. Et puis, dernier point que le groupe a souhaité mettre en avant, c'est celui de la communication, avec le constat qu'on informe souvent que quand il y a des pics ou des périodes de crise, et qu'il faut veiller à une information, on va dire, un peu au fil de l'eau, sans être anxiogène, mais en tout cas veiller à une problématique au fil de l'eau et pas seulement communiquer en période de crise. Ensuite, le groupe a fait des préconisations sous forme de 3 items. Un premier autour de tout ce qui concerne l'information. Donc il s'agit de favoriser les espaces de débat public et de co-construction de propositions, puisque là aussi le constat est fait que plus les gens se réunissent et venant de milieux différents, plus les propositions sont pertinentes et susceptibles de trouver une concrétisation rapide. Il s'agit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'informer et de former à la fois les professionnels mais le grand public. Et surtout aussi, alors c'est tout à fait sur un autre sujet, mais ça concerne aussi les problématiques de santé, il faut veiller à une information et à un accompagnement fort pour une utilisation optimale des bâtiments, notamment autour de la fameuse question de la ventilation et de comment utiliser les bâtiments, notamment qui ont été rénovés au niveau BBC. Ensuite, deuxième problématique, la question de la prévention, avec le constat partagé au sein du groupe que cela coûte beaucoup moins cher de prévenir et donc de faire quelques investissements au titre de la prévention plutôt que de guérir, notamment parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on commence à calculer les coûts induits, ils se chiffrent à l'échelle mondiale en plusieurs milliards. La question également des inégalités environnementales. Nous ne sommes pas tous égaux selon notre niveau de vie, l'endroit où nous vivons, par rapport à ces problématiques, notamment autour des questions de santé. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et troisième sujet également, qui est celui de l'atténuation. Donc, en reprenant les propositions du groupe, une proposition forte pour la sortie du diesel, pour l'amélioration des technologies automobiles, pour la limitation des transports et pour l'amélioration de tous les systèmes de transport en commun. Deuxième proposition forte, une réflexion et surtout une action autour de l'utilisation des produits chimiques, notamment en agriculture, mais pas que, parce que nous sommes tous consommateurs, utilisateurs de produits chimiques. Et puis, dernier axe, le rôle de l'urbanisme pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. On y reviendra un peu plus tard, puisque un autre groupe a spécifiquement travaillé sur le sujet. Et on y arrive. Donc, le deuxième groupe qui a planché ce matin sur les effets du changement climatique en milieu urbain, donc présidé par Laurent Darlet, Dréal adjoint, avec comme rapporteur Viviane Begog, directrice de l'agence d'urbanisme de Mulhouse. Donc, a été évoquée la question de la planification, notamment à travers l'ensemble des documents d'urbanisme que vous connaissez certainement tous, Pluy, Scott, entre autres, en intégrant notamment la question des îlots de chaleur dans l'état initial de l'environnement, c'est-à-dire le point zéro à partir duquel on part, sur la nécessité de renforcer et d'informer sur l'utilisation de coefficients de biotope et de pleine terre notamment, mais d'autres existent également, sur le besoin de limiter, ou à tout le moins de mutualiser les parkings, et puis aussi le besoin de développer une ingénierie autour de ces questions-là, parce qu'on s'aperçoit que tous les professionnels qui travaillent autour de ces questions-là ne sont pas forcément sensibilisés, ou en tout cas pas au même niveau. Ensuite, et ça rejoint un peu le dernier point, le besoin d'innover en matière de formation des professionnels, des maîtres d'ouvrage, que nous sommes tous potentiellement. Le besoin d'innover autour de l'utilisation des matériaux, de la déminéralisation, de la dépollution, de la renaturation des friches,
d'une réflexion autour des formes urbaines qui sont plus ou moins adaptées et de conception également des zones d'activité. Parce qu'on ne parle pas seulement, quand on parle d'urbanisme, du bâti dans lequel nous vivons, c'est aussi la question des lieux de travail et notamment des zones d'activité. Ensuite, derniers éléments que le groupe a souhaité mettre en avant, c'est le besoin de stimuler alors même si ça démarre déjà à beaucoup d'endroits, mais de continuer à stimuler, notamment à travers des aides et des contributions, la participation des habitants. Alors ont été cités les jardins partagés, et avec une problématique qui émerge, c'est bien sûr le rôle des associations est important en la matière, mais la participation des habitants peut s'imaginer également en dehors du cadre associatif. Donc il faut être à l'écoute aussi de ces propositions qui peuvent remonter via ce biais-là. Ensuite, le besoin d'expérimenter à plusieurs échelles la ville en nature, notamment sous forme d'appel à projets, et donc là un besoin de subventionnement peut-être au niveau des collectivités que nous sommes ici, pour montrer des sites vitrines, pour montrer qu'il est possible de faire. Alors a été cité, pour ceux qui la connaissent, la place d'Austerlitz à Strasbourg, mais également des démarches entreprises à Berlin ou à Lisbonne, d'introduire notamment la nature en ville. Alors, sous forme un peu de conclusion, même si ce n'est pas la seule, il y a un vrai besoin de se retrouver autour d'un pacte national de reconstitution de la nature en ville quand elle est détruite ou avant qu'elle ne soit détruite. Alors, autour de logiques bien sûr de compensation, de densification raisonnée, parce que c'est aussi un élément important, mais aussi le besoin de lever un certain nombre de verrous législatifs et réglementaires qui existent encore à ce jour et qui empêchent le développement de certaines initiatives. Troisième atelier, celui qui a planché autour de la question du changement climatique et de la gestion de l'eau, donc présidé par Monique Young, vice-présidente du Conseil régional, avec comme rapporteur Nicolas Kreis, responsable du service rivière au Conseil départemental du Haut-Rhin. Donc différents éléments qui ont été relevés et qui, avec des points assez positifs notamment, le besoin de partager le constat et de communiquer sur les évolutions. Alors moi j'ai appris en ayant participé en partie à ce groupe qu'il existe aujourd'hui des données sur plus de 100 ans et qui montrent bien qu'il y a une baisse de l'étiage, il y a des hausses des débits. Donc il y a une vraie richesse, les données elles existent et on a un vrai historique qui nous permet aussi de réfléchir et de travailler à construire l'avenir et à se prémunir d'un certain nombre d'éléments climatiques. Ensuite, la nécessité, parce que là aussi c'est quelque chose qui n'est pas connu, la nécessité d'informer sur les impacts de hausse de température de l'eau, parce qu'on parle toujours de hausse de température de l'air, mais on ne parle pas très souvent de hausse de température de l'eau, avec notamment des conséquences sur une baisse des capacités auto-épuratoires de l'eau et des milieux, et donc un besoin d'augmenter l'assainissement. Autre élément évoqué, le besoin d'accroître les réseaux de suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines, et notamment également sur la question des nappes annexes, parce qu'on parle beaucoup de la nappe phréatique en Alsace, on parle un peu moins de toutes les nappes annexes. Il y a un besoin évident également d'en assurer le suivi quantitatif et qualitatif. Ensuite, deuxième axe mis en avant, le besoin d'anticiper les évolutions dans les décisions d'aménagement. Donc le besoin de planifier à moyen terme tout ce qui contribue à la sécurisation de l'eau potable, notamment en moyenne montagne, notamment, mais pas que. Le besoin de poursuivre les mesures de prévention sur la nappe d'Alsace. Le besoin également d'assurer une évolution des règles de dimensionnement. On m'a cité l'exemple qu'en Allemagne aujourd'hui, systématiquement, les réseaux, quand ils sont construits, on augmente leur besoin par rapport à un besoin actuel de capacité. Ce besoin est augmenté. La réflexion se fait autour de dimensionnement à plus de 50%. C'est-à-dire qu'on anticipe, on essaye d'anticiper les choses. Ensuite, a également été mis en avant le besoin d'augmenter la résilience pour la reconquête du bon état des eaux, notamment avec la reconquête des zones d'expansion de crues et des zones humides, qui ont quand même tendance un peu à disparaître ou à être grignotées. La question autour de l'évolution des assolements et de l'aménagement du territoire, on rejoint ce qui a été dit dans un groupe précédent,
Et puis, élément important autour des questions de gouvernance. On se rend compte aujourd'hui qu'au niveau des collectivités ou des services de l'État, entre autres, beaucoup de gens réfléchissent et travaillent autour de ces problématiques de l'eau sans qu'il y ait forcément des endroits ou des gouvernances communes. Donc, je reprends ce qu'a dit un participant au groupe ce matin. Il faut réfléchir de la précipitation à l'eau souterraine et à l'eau de surface. Et avoir une réflexion globale et transversale à ce niveau-là. Ensuite, lier aussi les questions de déficit quantitatif au déficit qualitatif, notamment les phénomènes de concentration. Et enfin, faire jouer la solidarité territoriale. Les problématiques de l'eau à moyen ou à long terme vont faire que certains territoires vont être assez régulièrement en déficit. Donc il y a une vraie nécessité de faire jouer la solidarité territoriale, sociale et financière. Ça veut dire aussi que nous serons tous amenés, quel que soit le territoire où nous habitons, où nous travaillons, nous serons tous amenés à contribuer, y compris financièrement, à cette solidarité. Et un petit jeu de mots pour terminer, il y a un vrai enjeu, mais ça les gens des collectivités le savent, il y a un vrai enjeu aujourd'hui parce qu'il y a une vraie problématique d'étiage des financements, notamment au niveau des collectivités, mais pas que. Autre groupe, celui qui a planché autour des problématiques d'agriculture, de forêt, d'écosystème, donc face à la problématique du changement climatique, présidé par M. Yves Muller, président d'Odonat, avec comme rapporteur Yves Duchesne, ingénieur de recherche à l'INRA de Colmar. Donc, une intervention sous forme de plusieurs questions avec des propositions d'intervention, avec des propositions très claires. Alors, première question, comment limiter les émissions de carbone et optimiser sa séquestration ? Donc, quelques propositions pour répondre à cette question. D'une part, limiter la progression des surfaces artificielles ou les végétaliser, favoriser l'agroforesterie, qui est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui peine peut-être encore un peu à se mettre en œuvre, notamment favoriser également l'implantation de forêts, de zones humides, de haies, de prairies, de cultures, enfin des choses qui sont connues. Augmenter le stock de carbone dans les sols agricoles, là aussi c'est quelque chose dont on commence à beaucoup parler, notamment en réduisant le travail du sol, en réduisant l'apport de matières organiques. Et dernière proposition, développer les filières de valorisation du bois et de la biomasse en favorisant la valeur ajoutée et l'emploi. Là aussi c'est des choses, beaucoup d'initiatives existent, mais il y a encore un fort potentiel de développement et de progression. Deuxième question, comment économiser la ressource tout en évitant le stress hydrique des végétaux ? Donc, deux propositions. Optimiser le choix des espèces forestières en se basant sur une cartographie de la réserve en eau des sols et optimiser les systèmes de culture, notamment à travers des modalités peut-être un peu différentes de travail du sol, de choix des espèces, de modalités d'irrigation et de travail sur les itinéraires sylvicoles. Et dernière question, comment favoriser la résilience des écosystèmes avec comme proposition de construire des trames en tenant compte de la dimension temporelle sur la base de données historiques. Parce que là aussi, l'histoire, comme sur de précédents ateliers, l'histoire peut nous apprendre beaucoup pour construire le futur. Et donc, un peu une intervention sous forme de conclusion, réfléchir à une politique concertée d'occupation et d'utilisation des sols, pour développer les observatoires pour mieux connaître les milieux. Parce que c'est la connaissance qui permettra aussi d'améliorer l'action. Dernier atelier, celui qui a planché autour de la sensibilisation, de la responsabilisation citoyenne face aux enjeux climatiques, donc présidé par Mme Anne-Marie Schaff, présidente de l'ARIENA, avec comme rapporteur Laurent Plancher, chargé de mission à l'ADEME. Alors là aussi, deux pages de propositions. Alors première proposition, lier l'action et l'impulsion publique à l'engagement individuel et vice-versa, puisque l'un ne se fait pas sans l'autre. L'engagement public ne peut rien sans l'engagement individuel et l'engagement individuel ne peut rien sans l'engagement public, avec notamment la nécessité, notamment du côté de l'engagement public, d'être cohérent et d'être exemplaire, notamment sur les questions de transport public, quand il y a différentes collectivités qui ont une compétence sur le secteur, enfin, ou sur le domaine.
Le besoin de sensibiliser est nécessaire mais pas suffisant. Le besoin d'un engagement doit être librement consenti. Il s'agit de favoriser à la fois le changement individuel et collectif pour que nous soyons tous acteurs du changement. Nous pouvons tous apporter notre contribution à l'édifice. Mais c'est effectivement un processus d'engagement qui est progressif, qui nécessite du temps, qui nécessite de l'accompagnement. Les pratiques, et pour ça aussi, les pratiques d'engagement doivent être intégrées vers tous les publics, notamment autour des problématiques d'animation, d'éducation envers les jeunes, d'éducation à l'environnement, et peuvent concerner de nombreux relais. Et pour ça, il s'agit de former des animateurs, des éducateurs, des techniciens de collectivité, des salariés d'entreprise. Nous sommes tous des témoins, nous sommes tous concernés. Et dernière proposition, une évolution de la sensibilisation, c'est-à-dire une problématique forte de passer d'une communication qui peut faire peur à certains moments, notamment autour de la question du changement climatique et de ses conséquences, à une communication positive dans le sens qu'est-ce que nous pouvons tous faire, qu'est-ce que nous pouvons tous apporter, dans la mesure où une action individuelle peut avoir un impact important sur le système. Il s'agit de replacer l'homme dans son environnement, un peu sous forme de conclusion. Et ensuite, dernier point que le groupe a souhaité mettre en avant, c'est le besoin de consolider les forces du changement. Donc le Just Do It, et pour s'appuyer d'une part sur la société civile agissante, donc à travers le milieu associatif, mais pas que, on l'a évoqué tout à l'heure, le besoin de renforcer les liens sociaux en favorisant l'engagement, notamment par le rôle de témoins engagés. Je pense que l'intervention de M. Etienne ce matin au Parlement des jeunes en a été un bon exemple pour donner une impulsion collective et donner les moyens, outils, temps et réseaux nécessaires. Voilà, je crois que je suis au bout. Merci beaucoup, voilà. Karine Ribert.